Nous sommes toujours sur le plateau des cafés stratégiques pour une nouvelle séquence qu'on va consacrer avec nos deux spécialistes sur la pollution spatiale. Avec Béatrice Hainaut, bonjour. Le micro, et oui, il faut Bonjour. tenir le micro. Bonjour, vous êtes chercheuse sur les politiques spatiales à l'IRSEM. L'IRSEM, c'est l'Institut des relations stratégiques de l'école militaire. Vous êtes ici, chez vous en quelque sorte. C'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je crois relations. Ah, mais relation. Alors, recherche c'est pas stratégique. grave. Et pourtant, je le sais. Benoît Hainaut, bonjour. Micro. Vous êtes Bonjour. directeur du CAPRI. Le CAPRI, c'est quoi? Alors, c'est le Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux. C'est un centre de recherche indépendant. Et ça comprend les risques spatiaux. Et ça comprend les risques spatiaux, puisqu'on est aussi le conseil scientifique de la revue Space International dont je m'occupe. Et vous êtes par ailleurs le rédacteur en chef Absolument. de la revue Space International qu'on doit voir à fait. sur les écrans. Alors, sur le thème de la pollution spatiale, il y a une évidence, c'est on n'est plus autant de Spoutnik, hein, il y a de plus en plus de satellites en orbite autour de notre globe. Qui dit de plus en plus de satellites dit embouteillage, on en dira certainement un mot, et évidemment dit pollution, parce qu'un satellite, ça a une durée de vie un peu comme une voiture. C'est pas éternel, un satellite, et à un moment, évidemment, un satellite, ça crée des déchets. Et donc, on ne le voit pas, on ne l'imagine pas, mais il y a un encombrement au-dessus de nos têtes, on va dire entre 400 km à peu près et 36 000 km, c'est à peu près ça, Béatrice Hainaut? Oui, alors plusieurs choses, effectivement. Vous le rappeliez, le début de la conquête de l'espace, c'est 1957. Donc on a les premiers satellites et puis après, tout s'enchaîne relativement rapidement. Donc on a des lancements de satellites réguliers pendant la guerre froide, notamment entre, bien sûr, les États-Unis et l'URSS. Et puis on a d'autres acteurs quand même qui émergent même pendant la guerre froide, pendant les années 70, bien sûr, 60 et 70. La France, qui est puissance spatiale en 1965, la Chine, enfin beaucoup d'autres États deviennent puissance spatiale aussi pendant la guerre froide. Simplement, c'est surtout après la fin de la guerre froide, donc 1991, qu'on va avoir un peu un emballement des ambitions spatiales de part et d'autre, et donc une accélération relative dans les années 90 du nombre de satellites en orbite. Et aujourd'hui, on parle un peu d'explosion de la population spatiale, puisqu'on a d'autres phénomènes qui viennent s'agréger. Notamment, on parle beaucoup du New Space. Donc c'est le fait que des acteurs privés en fait vont investir de plus en plus le spatial. On va évidemment y revenir, hein, bien évidemment. Mais peut-être qu'on peut, Benoît Billan, faire un petit cocorico. Il y a la semaine dernière, Ariane 6 a réussi son deuxième tir. Il y a un tir d'essai, c'était le deuxième. Alors, on ne sait pas s'il est institutionnel ou commercial. Il est peut-être un peu des deux. Et donc, il y a eu la satellisation d'un nouveau satellite qui s'appelle CSO3. CSO3. Voilà. C'est évidemment une bonne chose pour l'Europe spatiale. La réussite d'Ariane 6 et puis la satellisation correcte et réussie de ce satellite. Oui, alors c'est effectivement pour l'Europe spatiale, c'était un vol important parce que c'est le deuxième tir d'Ariane 6 et c'est le premier tir véritablement commercial d'Ariane 6. Donc c'est le début de l'exploitation commerciale de ce nouveau lanceur lourd européen. Et après le CSO3, qui est un satellite militaire français, c'était une capacité qu'attendait depuis un petit peu de temps maintenant la France pour compléter cette capacité spatiale optique de surveillance militaire. Alors c'est un système à 3 satellites. Hein. 3 satellites, oui. CSO1, 2 et 3. Alors c'est évidemment, on va se réjouir, c'est une réussite, mais ce satellite, un jour ou l'autre, alors je ne sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien il sera hors service, Béatrice Hainaut. Oui, tout à fait. Et juste pour avoir peut-être quelques chiffres en tête, parce qu'il me semble que c'est important, au niveau des satellites opérationnels, à l'été 2024, on a dépassé le nombre de 10 000 satellites opérationnels en orbite. Donc là, je ne parle pas de débris, je parle juste des satellites opérationnels, et 2 tiers appartiennent à Starlink. Je pense que c'est important quand même d'avoir ça en tête. Bien sûr, on va parler évidemment des grands satellites un peu étatiques, et puis on va évidemment parler dans un deuxième temps des constellations, des satellites plus petits, mais beaucoup plus nombreux. Mais non, je reviens à ce satellite CSO3. Un jour, c'est quoi la durée de vie d'un satellite ? Alors ça dépend de quel type de satellite, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus aussi de petits satellites qui ont des durées de vie très réduites. On peut commencer à une durée de vie de 5 ans. Et puis pour des satellites un peu plus institutionnels ou des satellites militaires, on est plus sur 10-15 ans. Donc quand même sur des durées de vie plus longues.
Alors, à quel moment un satellite hors service devient un débris? Parce qu'on l'a détruit ou parce que la destruction elle est automatique Alors ça devient un débris à partir du moment où il n'est plus opérationnel. Et après, l'objectif, c'est de pouvoir effectivement le faire rentrer peut-être dans l'atmosphère pour qu'il ne soit plus un débris en orbite, mais qu'il soit, on va dire, détruit dans l'atmosphère et qu'il n'y reste presque plus rien quand il rentre sur Terre. Juste peut-être une précision importante, c'est que dans les débris spatiaux, il n'y a pas que les satellites en fait. Il y a aussi tout ce qu'on envoie dans l'espace devient un débris spatial. Donc les étages de fusées qui restent dans l'espace, etc. Si on prend la pollution spatiale au sens global, ça dépasse le cas des satellites. Le cas des satellites est évidemment le plus prégnant parce que l'orbite s'encombre et donc à un moment il faut arriver à la dépolluer pour mettre d'autres satellites. Mais c'est un problème plus vaste que celui des satellites. Plus on envoie de choses dans l'espace, plus on doit se poser la question de comment on gère la non-pollution de l'orbite terrestre. Alors, ce que vous êtes en train de dire, je le découvre parce que j'étais persuadé que, évidemment, les satellites restaient en orbite, mais que les lanceurs, tôt ou tard, ils retombaient dans l'atmosphère. C'est pas le cas? Ça dépend. Déjà, c'est tôt ou tard. En fait, toute la question, c'est tôt ou tard. Parce que finalement, un satellite qui est en orbite basse, il va effectivement finir par retomber. S'il n'a plus de propulsion, s'il n'est plus opérationnel, il va finir par retomber. Mais plus on monte en orbite, plus ça va peu prendre du temps. Et donc plus la pollution dure dans le temps. C'est un petit peu comme un déchet sur Terre. Si vous jetez une pomme dans la nature, ça va être assez vite mangé par les insectes. Si vous jetez du plastique, ça reste beaucoup plus longtemps. L'image n'est pas forcément parfaite, mais c'est un petit peu la même le idée. satellite, c'est plutôt le plastique qu'une pomme. C'est plutôt du plastique. On est bien d'accord, on a bien compris. Je reviens avec vous, Béatrice Edo, pour qu'on prenne conscience. Il y a eu un premier satellite Sputnik. Alors, je pense que lui, il n'existe plus depuis belle lurette. Hein. Mais combien de pays ont un satellite en orbite? Alors, on va parler simplement des pays, après on parlera des initiatives privées. Mais combien de pays ont au moins un satellite? Actuellement, on estime qu'il y a à peu près 70 à 80 États qui possèdent un satellite en orbite. Par contre, on est sur le nombre d'utilisateurs est bien plus grand, le nombre d'États utilisateurs. Et ensuite, quand on parle de puissance spatiale, donc ce sont des États qui maîtrisent, on va dire, toute la chaîne de valeur du spatial, on est plutôt à 10, 11 puissances spatiales actuellement. Toute la chaîne, c'est la construction des lanceurs, construction des satellites, lanceurs, savoir lancer, savoir opérer et éventuellement savoir le désorbiter également. J'aurais presque dû vous demander quels sont les pays qui n'ont pas un satellite en orbite. Question très difficile. Il faut que je regarde dans ma base de données. Mais tous les ans, il y a de nouveaux pays qui... Oui, bien sûr. Oui. Alors, c'est quelque chose dont on n'est pas conscient. On se doute évidemment que les Américains, les Russes, les Chinois, les Indiens et pourquoi pas les Pakistanais et d'autres pays ont un satellite en orbite. Mais est-ce qu'il y a des pays auxquels on ne pense pas du tout et qui ont un satellite en orbite Ce serait difficile quelque part de montrer du doigt certains États en disant ils n'ont pas de satellite, parce que tous veulent finalement... Des pays auxquels on ne pense pas, ils ont dit mais c'est parce que c'est un petit pays, voilà. Il y en a plein en fait. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Qui ont des petits pays en Asie, des petits pays en Afrique, etc. Un indicateur qu'on peut observer, c'est le rythme de création d'agences spatiales par les États. Tous les ans, de plus en plus d'États créent des agences spatiales. Vous avez des pays, la plupart des pays d'Europe en ont une maintenant, mais des pays effectivement d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient s'intéressent à l'espace. Alors ils ne vont pas forcément avoir leur propre lanceur, mais ils peuvent effectivement faire l'acquisition de satellites. Et puis vous avez en fait quasiment tous les États utilisent l'espace, mais ils peuvent passer par exemple par une entreprise privée qui va leur donner accès à de l'imagerie, à des télécommunications, à des capacités. Et donc c'est la notion de services spatiaux auxquels les États deviennent clients, comme vous et moi, si on s'abonne à un service satellitaire. Il faut évidemment bien être conscient qu'on peut regretter la pollution en orbite, la pollution spatiale, mais chacun d'entre nous utilise un service d'un satellite, Béatrice Edo. Chacun d'entre nous, ne serait-ce que par les communications, le GPS, etc. Bien sûr, on estime que par jour, on utilise à peu près 47 satellites. Donc ça inclut aussi les satellites GPS pour la navigation, donc pour se repérer. Chaque jour, chacun d'entre nous utilise... Oui.
Ah oui, Donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de plus en plus grande, en tout cas en France, sur l'utilisation de l'espace et aussi la protection de cet environnement. Enfin, c'est ce que moi je ressens, puisqu'on a de plus en plus de colloques sur ce thème, etc. Et que maintenant les utilisateurs, au moins on va dire en France, se demandent ce que deviennent ces satellites ensuite et de quelle manière on pourrait peut-être mieux organiser la vie après la vie opérationnelle du satellite. on va y revenir, mais on avait commencé par dire qu'il y avait des pays qui lançaient des satellites et puis des privés. Alors, certains lancent plus de satellites que d'autres, et ce sont les constellations pour avoir une qualité de communication, notamment dans les pays très mal desservis par les communications. Ça peut être l'Afrique, certaines zones désertiques, etc. Alors, le phénomène des constellations qui est relativement récent. La première constellation, quelle est-elle? C'était il y a 10 ans à peu près, guère plus. Oui, j'ai plus la date en tête, mais il y avait déjà des premiers projets dans les années 90 qui n'ont pas réussi parce que ça coûtait trop cher et finalement le succès commercial n'a pas été au rendez-vous. Donc c'est pas forcément une nouvelle technologie. Elle revient aujourd'hui en force avec Starlink bien sûr, mais ça a existé quand même par le passé récent, va-t-on dire. Mais aujourd'hui, on a une multiplication des projets. Notamment, donc Starlink, tout le monde le connaît, mais bientôt on aura la constellation d'Amazon qui s'appelle Kuiper. On va avoir probablement Iris Square. Bon, c'est pas les mêmes ordres de grandeur, Les Chinois aussi les sont en train Chinois- de mettre en place une constellation dont le nom m'échappe, mais qui devrait être déployée. les noms Prochainement. Prochainement. Il y a Guo Wang, il y a Qiango. Enfin, Enfin, il y a plusieurs voilà. projets. il y a plusieurs constellations qui sont prévues et Landscape aussi, je crois, dont certains satellites, une dizaine, sont déjà déployés aujourd'hui. Et c'est des constellations qui comptent à peu près 13 000 satellites chacun. Voilà, chacune. c'est ce dont il faut être très conscient. La France a lancé un satellite d'observation militaire. Il rejoint 2 autres satellites militaires. C'est une constellation de 3 satellites. Alors, je ne sais même pas si on peut parler de constellation quand il y a 3 satellites en orbite. En fait, le GPS, par exemple, c'est une constellation de satellites. Je crois qu'il y en a 31 de mémoire qui permettent cette géolocalisation. Galileo, l'équivalent européen, c'est une constellation. Mais là, ce qui change, c'est l'échelle, c'est-à-dire le nombre de satellites, le fait que c'est sur des orbites beaucoup plus basses. Donc les satellites eux-mêmes ont une durée de vie qui est beaucoup moins importante, ce qui fait qu'il y a nécessité de lancer quasiment en permanence des satellites de remplacement pour entretenir la constellation. Donc c'est plus du tout la même durée de vie. On parlait de durée de vie tout à l'heure. Alors, Starlink, c'est une constellation de combien de satellites aujourd'hui à peu près, hein? Je ne vous demande pas les compter tous un par un. Il y en a plus de 6 000, Plus de je crois. 6 000, voilà, J'ai c'est le regardé il y a chiffre que j'avais en récemment, et tête. Plus de 6 000. Plus de 6 000, Ce mais qui est ils doivent dépasser les 10 000, je crois, à Ce qui terme. est- C'est l'ambition, 12 000, je crois. 10, 12 000. Et enfin, on a évidemment le lancement d'Ariane 6, ça a été un événement. Quand Elon Musk lance un satellite, enfin lance une fusée pour satelliser un certain nombre de satellites, je ne sais pas comment on a fait à chaque fois, on n'en parle même pas. Plusieurs dizaines. En fait, un lancement de Falcon pour la constellation Starlink, c'est plusieurs dizaines de satellites à la fois, puisque c'est pour le coup des satellites beaucoup plus petits et qu'on envoie beaucoup moins haut aussi. Il y a la gravité étant ce qu'elle est, moins vous lancez haut, plus vous pouvez emporter de masse en orbite. Donc on n'en parle même pas, c'est même pas un événement lorsque... Plus vraiment. On en parle quand même parce que c'est vrai qu'on est assez, malgré tout, surpris quand on voit ces multiples lancements. Et puis on s'interroge quand même un petit peu ces questions. Je reviens sur la pollution spatiale, sur le fait de lancer de manière très régulière. On a quand même encore une vision très limitée de l'impact que ça peut avoir au niveau des lancements répétitifs et aussi de la réutilisation, c'est-à-dire de la réentrée de ces boosters dans l'atmosphère et la pollution qu'on pourra avoir aussi dans l'atmosphère avant l'espace, je voudrais Parce qu'il y a 2 pollutions. Il y a la pollution des satellites, la pollution des satellites, puis la pollution des lanceurs. Alors, j'ai appris avec vous que certains lanceurs ou éléments de lanceurs restaient satellites. L'une des attentions qui a été portée pour Ariane 6, par exemple, c'est de faire en sorte que les étages supérieurs de la fusée puissent se désorbiter pour essayer de réduire le plus possible l'impact en termes de pollution spatiale du lanceur. D'accord. Mais là, effectivement, s'il y a un lancement si Elon Musk, via son entreprise Starlink, lance une fusée tous les 3 jours, le problème de la pollution, ça ne semble pas être sa préoccupation première, hein, c'est bien ça. Non, il y a certaines études qui sont en cours et qui ne sont pas très positives justement sur l'impact de ces lancements répétitifs sur les différentes couches de l'atmosphère. Mais ça Par reste exemple, encore... est-ce qu'on est dans le même univers que la détérioration de la couche d'ozone? C'est ce même type de problème? Alors,
Alors, je sais que c'est par rapport à une oxydation, etc. Je n'ai pas le détail des études, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y a plusieurs études qui sortaient pour souligner ce risque qui commence à C'est encore être très nouveau. pressant. C'est encore très nouveau. Les études sont nouvelles, mais c'est vrai que voilà, c'est parce qu'au Pa- départ, Parce qu'aussi le phénomène est nouveau, c'est-à-dire que SpaceX et avec Starlink, ce sont les premiers à avoir un rythme de lancement aussi intense, avec des fois plusieurs lancements par semaine, ce qui n'est du jamais vu dans l'industrie spatiale jusque-là. et quelque part, juste, je rajoute, même la pollution orbitale en orbite, c'est aussi quelque part un phénomène qui Aussi, est un c'est peu vrai. nouveau parce que les constellations ont des chiffres, annoncent des chiffres démesurés quelque part en nombre de satellites. On est dans une phase nouvelle, on manque d'informations, d'études très précises. On est encore un peu dans le flou et dans le vague. Je pense parce que par exemple, on n'a pas d'idée précise sur la capacité orbitale finalement des différentes orbites. On n'est pas capable de dire bon ben voilà, on va mettre X nombre de satellites et puis après on pourra plus en mettre. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi la position physique orbitale et il y a aussi l'utilisation des ondes électromagnétiques du spectre. Alors ça on ne le voit pas donc c'est un peu plus difficile à cerner, mais s'il y a trop de satellites en orbite, en gros ça va créer beaucoup d'interférences et c'est là aussi où on pourrait dire que c'est un type de pollution quelque part. Et puis, si vous multipliez les objets en orbite en permanence, vous rendez d'autant plus compliqué d'en lancer d'autres, parce qu'il va falloir passer au travers d'une Il n'y a plus manière. d'espace. Ça- Exactement. l'espace- Donc ça veut dire que la régulation des lancements, la façon dont on gère les lancements, tout ça va se complexifier, plus l'orbite va se densifier, entre il guillemets, y a un en termes risque de qu'on manque satellites. d'espace dans l'espace. Paradoxalement, il y a un peu de ça. Et surtout certaines orbites qui sont les plus favorables pour ce type de constellation. Et juste une dernière chose, je rebondis sur ce que disait mon collègue, c'est que par exemple en orbite géostationnaire, on ne va pas les faire redescendre, parce qu'ils sont très loin, ils sont à 36 000 km, mais on va les mettre un peu plus haut, à 40 000, qu'on appelle l'orbite cimetière. Donc là, je peux vous dire aussi que la pollution en orbite cimetière, je pense, commence Il y a à du être monde. Il y a du monde. Il y a un peu de monde. Il y a des caveaux. Oui, je ne sais pas comment vous voulez les nommer, mais effectivement, déjà quand on dit orbite cimetière, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. quelque chose. Est-ce qu'il y a des orbites qui sont beaucoup plus encombrées que d'autres? Il y a en gros deux types d'orbites. Le géostationnaire à 36 000 km et les orbites basses entre 400, 600, 800 km. Tout ça, on reste dans l'univers des orbites basses, hein, entre 400 et 800 km à peu près. Et il y a des orbites basses, des orbites moyennes, et puis moyenne, effectivement l'orbite géostationnaire qui est bien particulière. Les Maintenant, plus encombrées. avec les constellations, ça va être les orbites basses, en fait, les couches les plus basses. Là, on est à 400 km à peu près. Je sais pas de mémoire. Oui, quelle c'est entre 400 et 1000 km, Voilà. parce que Voilà. je sais qu'après 1000 km, le système n'est plus aussi performant qu'il ne peut l'être par rapport au signal, etc., techniquement parlant. Alors, Béatrice Hello, vous avez évoqué les orbites cimetières. Moi, quand il y a des déchets, dans la vie sur Terre, hein, il y a des gens qui ramassent les déchets. Alors, est-ce qu'il y a des éboueurs de l'espace? Oui, si vous êtes volontaire éventuellement pour aller chercher les débris, pourquoi pas. Mais non, il y a toute une somme de solutions techniques qui existent, on va dire, sur le papier ou en prototype. Mais maintenant, il y a toujours le problème de qui va payer. Donc voilà, c'est pas simplement un problème technique. On peut aller rechercher même les plus gros débris. Il y a aussi des expérimentations qui sont faites par l'Agence spatiale européenne qui sont en cours. Mais le fait est qu'il y a toujours ce problème de qui finalement va aller les chercher. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale de nettoyer l'espace derrière soi, si vous voulez. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que l'accès à l'espace est libre. Si vous avez les moyens, Exactement. vous pouvez. Si on est dans la grande liberté, il y a relativement peu de contraintes. C'est ça. En fait, ce qui a changé avec le New Space, c'est que jusqu'à une date récente, les moyens pour accéder à l'espace étaient l'apanage des États pour aller très vite. Donc, ça limitait de fait ce qui était envoyé aux besoins des États, soit sur les besoins militaires, soit des besoins scientifiques. Mais avec l'apparition des constellations, apparaissent aussi des lancements plus fréquents, donc un coût du lancement moins important, donc un accès à l'espace qui se démocratise. Et là se pose du coup la question de, effectivement, quel est le cadre dans lequel on a accès à l'espace, quel est le cadre juridique. Donc c'est l'État qui lance, qui donne, qui fixe un cadre, mais il peut très bien décider de ne pas en donner. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de contrainte particulière à dépolluer l'espace en particulier. Effectivement, juste au niveau international, il y a des lignes directrices qu'on peut respecter ou non. Il y a une ligne directrice, c'est de désorbiter son satellite 25 ans après sa durée de vie, sa fin de vie opérationnelle,
Donc vous imaginez déjà que 25 ans, en fait, c'est presque parfois pour certains satellites juste la désorbitation naturelle qui le fait rentrer. Et donc les règles sont encore assez souples. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a quand même une nouvelle règle qui est de faire désorbiter son satellite 5 ans après sa durée de vie. Et là, ça change tout, puisque ça veut dire que l'industriel doit prévoir avant, by design, le fait qu'il doit le désorbiter d'une manière ou d'une autre, soit par un tiers qui va venir le chercher, soit il garde un peu de carburant, on va dire, ou il y a un autre système qui lui permet de rentrer dans l'atmosphère. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, Elon Musk lance plus de satellites que la NASA. Hein, Oui, largement. Très largement, hein, bien évidemment. Et que Elon Musk, il n'est pas spécialement un grand amateur, un grand de la réglementation. Non, après, il y a des principes d'intérêt bien compris aussi. C'est-à-dire que si vous encombrez trop l'orbite, le risque, c'est ensuite qu'il y ait des collisions qui provoquent des débris qui rendent impossible l'accès à l'espace pour tout le monde. Elon Musk, comme tous les gens qui travaillent dans le domaine spatial, veut continuer de pouvoir envoyer des objets dans l'espace. Donc, il aura un moment ou un autre intérêt à ce que l'espace soit nettoyé, reste utilisable. Et qu'il reste un peu d'espace dans l'espace. C'est un peu ça. Eh bien, ça va être le mot de la fin. Merci à tous les deux, Béatrice Hennaut, Benoît Billon. Merci à vous. Je rappelle le rédacteur en chef de Space International que l'on peut trouver ici sur. On a un kiosque juste. Vous avez un kiosque. Voilà, Merci à tous les deux. Merci.